Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Cette semaine, j'ai choisi de faire la une de Voici. La une de Gala. Closer. Okapi. Maison et Travaux. Tatouage Magazine. Le Chasseur français. On se souviendra de l'extraordinaire campagne médiatique qui a propulsé Emmanuel Macron au sommet de l'État en 2017, pour le plus grand bonheur des milliardaires. Un exploit qui n'aurait pas été possible sans le contrôle de ces médias par ces mêmes milliardaires, précisément. Mais aujourd'hui, on va voir que quand on parle de concentration de la presse, ça va plus loin que cet exemple, et que notre démocratie est vraiment en danger. Allez, on attaque. On a tous vu cette carte popularisée par l'Observatoire des médias Acrimed, qui illustre la concentration des grands médias dans les mains d'une poignée de milliardaires. Alors oui, c'est une réalité qui s'accroît d'année en année. Mais si on se penchait sur la vision profonde des médias, qu'en ont ceux qui les contrôlent ? L'usage le plus visible des médias par les milliardaires est illustré par la figure de Vincent Bolloré, qui ne se cache pas d'investir pour remodeler l'opinion publique. Mais la stratégie déployée va bien au-delà d'un Hanouna ou de ses acolytes. Merci, merci. Merci, Baba. Merci, merci. Merci d'être là. Ou même d'un Zemmour propulsé candidat à la présidentielle. Ce que Bolloré a construit, c'est tout un écosystème idéologique, de la production de contenu littéraire, via ses 46 maisons d'édition du groupe Hachette, leader du secteur, jusqu'à la diffusion médiatique, via le groupe Canal+, Europe 1, le JDD, ou encore Prisma Media, groupe qui contrôle une flopée de magazines et de sites spécialisés. Si par exemple un jour on a une enquête sur les intérêts de Bolloré en Afrique, ce qui jusqu'à présent peut-être pouvait être possible, est-ce que dans 10 ans ça sera encore possible de faire un type d'enquête ? On parle d'une concentration à la fois verticale, contrôle de toute la chaîne de production et de diffusion, et horizontale, contrôle de plusieurs médias du même type, plusieurs chaînes de télévision par exemple. Mais Bolloré, quoique le plus militant, n'est pas le seul. Presque tous les grands groupes procèdent de ce type de double concentration, face auquel les organes de régulation sont bien impuissants. Si les autorités de régulation se révèlent impuissantes, c'est parce qu'elles ont totalement jeté par-dessus bord les principes des ordonnances de 44, issues du programme du Conseil national de la résistance, qui visait à libérer la presse des puissances de l'argent. Au contraire, aujourd'hui, les univers des médias et de l'édition sont vus comme des marchés comme les autres, où il conviendrait tout au plus de réguler la concurrence entre capitalistes. C'est d'ailleurs sur cette seule base que l'absorption de M6 par TF1 a été rejetée en 2022. Le groupe risquant, je cite, d'occuper une position dominante préjudiciable sur le marché de la publicité. Face à ces logiques, le maigre contrôle du pluralisme régi par l'Arcom ne pèse pas lourd. Hop, 18 ans ou plus? Oui, on a plus de 18 ans, oui. Ok, c'est bon, ça rentre. Un contrôle qui se base exclusivement sur les temps de parole par formation politique, ne tenant pas compte de l'orientation des éditorialistes et autres experts de plateau, mais surtout du format même de la production informative et culturelle. Reflet de la société de marché, l'univers des médias est en effet matricé par son idéologie dominante et ses principes. Il faut vendre du contenu, et pour cela, comme le père de la publicité l'a compris en son temps, il est bien plus efficace de mobiliser les affects que de faire appel à la raison. Si les réseaux sociaux ont pu un temps apparaître comme un contrepoids aux médias traditionnels, on s'aperçoit avec le recul qu'ils fonctionnent dans la même logique. Les algorithmes qui déterminent la visibilité des contenus et mesurent le taux de réaction sont là aussi conçus pour vendre, enfermant les utilisateurs dans des bulles de confirmation qui radicalisent toujours plus les positions, créant des communautés virtuelles en lieu et place d'un vrai espace public numérique, d'une vraie agora faisant société. Une reconfiguration idéologique
qui a des conséquences dans le réel, parfois de manière dramatique. On l'aura compris, notre camp a non seulement besoin de ses propres médias, on vous invite au passage à faire connaître cette vidéo en likant, partageant et vous abonnant pour activer les algorithmes. Mais il a aussi besoin que ces médias se libèrent des logiques idéologiques sous-tendues par l'environnement de marché dominant, qu'ils tracent un chemin pour recréer du commun. C'est ce qu'on essaye modestement de faire avec le Travailleur alpin, comme d'autres titres de presse, locaux ou nationaux. On se donne rendez-vous le samedi 16 novembre à Grenoble pour discuter de tout ça avec Léo Purguette, président de la Marseillaise. À la semaine prochaine et pensez à vous inscrire au repas si c'est pas déjà fait. À bientôt.